Le CEDIF assure une mission de service public pour produire et distribuer de l'eau potable aux habitants de son territoire. En 2020, il dessert 151 communes pour près de 4,7 millions d'usagers. Il distribue 800 millions de litres d'eau par jour, principalement grâce à ses 3 usines de traitement d'eau superficielle de la Seine, la Marne et l'Oise. Le patrimoine du CEDIF inclut par ailleurs 5 usines de production d'eau à partir de nappes souterraines, assurant un service minimum en cas de crise. Il est le plus grand service public d'eau potable français et l'un des tout premiers en Europe. En 2020, le CEDIF a mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité de ce service public essentiel. La mobilisation sans faille des agents du CEDIF pendant cette période complexe montre son engagement auprès des territoires et des usagers. Il a notamment continué à effectuer plus de 420 000 analyses pour surveiller son eau et garantir une qualité d'eau irréprochable. Dès mars 2020, tous les usagers du CEDIF étaient rassurés sur la qualité de l'eau délivrée, un service essentiel qui l'est encore davantage lorsque les populations sont confinées et au moment où se laver les mains régulièrement est l'un des gestes barrières les plus importants comme rempart contre la transmission de la maladie. Pour assurer la maintenance et le renouvellement régulier de ces infrastructures, le CEDIF a investi 91 millions d'euros en travaux cette année, mais aussi pour soutenir l'activité économique de son territoire. En 2020, le CEDIF a poursuivi ses études visant à étendre la technologie d'osmose inverse basse pression, OIBP, à ses usines d'Arvigny, Méry-sur-Oise, Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne. Le projet, vers une eau pure sans calcaire et sans chlore, a pour objectif de délivrer une eau toujours plus pure, très douce, agréable à boire, sans perturbateurs endocriniens et sans résidus plastiques. Le CEDIF poursuit son action pour maintenir sa neutralité carbone et s'inscrire dans les objectifs du plan climat-eau-énergie en réutilisant la chaleur produite par ses installations et en compensant ses émissions résiduelles de gaz à effet de serre. Ces innovations permettent au CEDIF de toujours délivrer une eau d'excellente qualité au bénéfice de tous, à un prix maîtrisé, en baisse de 10 centimes au 1er janvier 2020, revenu au prix en vigueur en 1998. Acteur de proximité solidaire, le CEDIF se mobilise pour aider les foyers fragilisés sur ces territoires. Il consacre 1% des recettes de vente d'eau, soit 2,5 millions par an, à son programme Eau solidaire. Au-delà des frontières, le CEDIF a contribué en 2020 à 21 opérations dans 14 pays pour plus de 2 millions d'euros. Parce qu'il est un acteur performant, engagé et durable au service des collectivités territoriales et des habitants, le CEDIF entretient et garde la confiance de ses membres. Année d'élection, 2020 salue l'arrivée de nouveaux délégués. 4 sessions de formation leur ont permis de se former au fonctionnement et aux enjeux du service public de l'eau malgré la crise sanitaire. Les nouveaux délégués ont réélu André Santini président et ont engagé leurs réflexions et leurs débats sur le choix du mode de gestion à l'horizon 2024. En s'appuyant sur les études menées en toute transparence par une équipe pluridisciplinaire et indépendante. En anticipant les enjeux d'avenir, le CEDIF se positionne comme un acteur innovant, performant et durable au service des collectivités territoriales et des citoyens. Bienvenidos, welcome dear participants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, chers participants. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à l'occasion de cette session régionale qui porte sur la région Amérique latine et Caraïbes. Le modérateur est monsieur Oscar Cordeiro Neto, qui est le directeur général de l'agence brésilienne chargée de l'eau et de l'assainissement, et je lui donne la parole sans plus tarder. Merci. Merci beaucoup. Je sais que l'interprétation est disponible en anglais, en français et en espagnol. Je vous propose également une 4e langue, le portugnol.
Je vais donc m'exprimer en portugnol. Bonjour, mesdames et messieurs, où que vous vous trouviez. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs de m'avoir invité à modérer cette session. C'est un honneur pour moi d'être en compagnie d'experts et de chercheurs de l'Amérique latine et des Caraïbes afin de parler d'eau et d'assainissement, notamment à l'ère de la pandémie de la COVID-19. Et nous allons mettre l'accent sur les peuplements, les établissements humains informels dans les très grandes villes de notre continent. Nous avons un certain nombre de présentations. Nous allons commencer par donner la parole à M. Miguel Doria, qui travaille au sein de l'UNESCO. Ensuite, nous donnerons la parole à Victor Javier Burguet Ortiz, qui nous vient du Mexique. Ensuite, nous aurons Claudio Darigrandi Navarro, du ministère des Travaux publics du Chili, Melina Tobias, de l'Université de Buenos Aires, Isaac Volchan, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et enfin, nous aurons une présentation de Jorge Luis Rucoba Tello de CEDAPAL, le service chargé de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement du Pérou. Chacun de ces intervenants aura 12 minutes pour les présentations. Miguel, vous aurez 3 minutes. Et je me permettrai de vous indiquer le temps qui vous reste afin que nous ayons au moins 20 minutes de débat avant de clore cette session. Je vais donc sans plus tarder donner la parole à Miguel Doria. Miguel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Oscar. Bonjour à toutes et à tous. C'est un énorme plaisir pour moi de me joindre à vous à l'occasion de cette session, une session qui aborde un sujet essentiel à l'ère de la pandémie. Nous savons que beaucoup de nos citoyens sont touchés de plein fouet. Je souhaiterais remercier et féliciter les organisateurs, remercier et également tous les intervenants, Victor, Claudio, Melina, Isaac, Jorge. Et je remercie toutes celles et ceux qui rendent possible toutes les activités que nous menons à bien au quotidien. Merci à tous nos collaborateurs. L'eau et le Covid, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis le début de la pandémie l'année dernière. Nous avons eu la possibilité de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons organisé des séminaires et des formations qui portaient sur ce thème. Il s'agissait de renforcement des capacités. Nous avons essayé d'élaborer des stratégies. Nous avons essayé d'identifier quelles étaient les activités les plus prioritaires. Et l'objectif, c'était bien entendu de ne laisser personne pour compte. Nous savons que la pandémie n'épargne personne. La région a été frappée. Et je pense que nous devons penser à toutes celles et ceux qui vivent dans ces établissements humains informels et nous devons maintenir les liens qui nous unissent. Et c'est un sujet tout particulièrement important dans les grands espaces urbains. Depuis le début, nous nous sommes rendus compte qu'il est important de renforcer le secteur de l'eau. La pandémie a mis en lumière les faiblesses de ce secteur et je suis certain que c'est un thème que nous allons aborder plus en profondeur dans cette session. Je souhaiterais simplement vous rappeler que l'Amérique latine est la région la plus urbanisée du monde. Plus de 80% de la population vit dans les villes, notamment les grandes villes comme Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Bogota, Mexico, Rio, Santiago du Chili. Plusieurs de ces villes sont représentées aujourd'hui par les intervenants et en guise de conclusion, je souhaiterais insister sur l'importance de la stratégie. Le cadre mondial, nous espérons que les grandes villes puissent contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous espérons que les membres seront de plus en plus nombreux à l'avenir. Il est très important, bien entendu,
de coopérer. La collaboration et la coopération sont essentielles pour que nous allions de l'avant sur ce point. Et enfin, je souhaiterais vous remercier et je vous souhaite une session très fructueuse. Merci. Merci, Miguel. Et nous allons maintenant commencer avec la première présentation. Il s'agit d'une présentation du Mexique. Nous allons examiner la situation au Mexique et je vais donner la parole à Victor Javier Bourguet Ortiz, qui est ingénieur et qui nous vient de l'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique. Et il préside actuellement une agence qui relève de la commission CONAGUA, commission chargée de la gestion de l'eau au Mexique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir invité le Mexique. Au cours de cette présentation, nous allons parler de la région de la ville de Mexico et de la pandémie. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous allons donc aborder dans les grandes lignes les points suivants. Nous allons nous intéresser à la ville de Mexico. Nous avons 867 établissements humains informels qui s'étendent sur quelques 3000 hectares. Ces établissements ne disposent pas de services d'eau potable et d'assainissement adéquats. Ces établissements se trouvent en hauteur dans la vallée à proximité de rivières et de masses et d'étendues d'eau. Pour ce qui est de la gestion de la pandémie, eh bien, nous nous sommes efforcés de mettre en œuvre les recommandations de l'OMS, notamment pour ce qui est du fait de se laver les mains. Nous avons coordonné nos actions avec les autorités de la ville de Mexico, les autorités de l'État de Mexico, avec les municipalités et avec les différentes organisations qui ont vu le jour au sein de ces établissements informels. Par le biais du programme régional d'eau, nous avons agi de façon collective pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels sont confrontés ces établissements, et nous avons essayé de renforcer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour garantir la qualité des services que méritent ces citoyens en tant qu'êtres humains. Prochaine diapositive. Comme nous le savons, la ville de Mexico fait partie des villes les plus peuplées au monde et nous avons perdu le son de l'orateur, malheureusement. Les interprètes n'entendent plus l'orateur. Sorry, can you hear us actually, or? Víctor, perdón, no le estamos escuchando. Victor, on ne vous entend pas. Victor, on ne vous entend pas. Pouvez-vous allumer votre micro, s'il vous plaît? Ele não escuta? Não.
Sí, parece que hemos perdido a Nous avons perdu Victor. No sabemos bien porque está conectado, pero no lo escuchamos. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente presentación y volver a él después. Sí, yo creo que es mejor, ¿no? Oui, je pense que nous allons peut-être passer à la présentation suivante. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je vais donner la parole au prochain intervenant, en espérant que Victor pourra se joindre à nous plus tard. Donc, je souhaiterais donner la parole à Claudio Darigrandi Navarro, directeur national des travaux hydrauliques au sein du ministère des Travaux publics du Chili. Il va nous présenter la situation de l'eau et d'assainissement à l'ère de la pandémie. Il va nous parler également de la sécheresse au Chili. Je lui donne la parole, Claudio. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos. On vous entend. Allez-y. Avant toute chose, je souhaiterais adresser mes remerciements pour cette invitation à m'exprimer dans le cadre de cette session. L'interprète signale que la qualité du son est assez médiocre et nous faisons de notre mieux. Je vous propose, dit l'orateur, donc de faire défiler les diapositives. La siguiente, por favor. Bueno, como resumen, hoy día nosotros tenemos Les interprètes signalent que le son de l'orateur s'interrompt, ne permettant pas une interprétation complète de ses propos. Les indicateurs en termes de couverture de services sont plutôt bons. Cependant, il y a une différence entre les zones rurales et les zones urbaines. También de agua potable del Estado, particular por. L'interprète signale que le son de l'orateur s'est maintenant interrompu. On ne l'entend plus. Con a través del Ministerio Interior de nuestra energía. La siguiente, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, como estaba comentando, Chile, que es un país en vía de desarrollo, tiene muy buenos indicadores en calidad de servicios sanitarios, que tenemos siempre visitas de otros países, de instituciones similares a la nuestra, la Dirección de Obras Hidráulicas y el compañero y alaban bastante, pero el problema es que existe una brecha grande. Al final de esta presentación ustedes tienen el 81% de los habitantes de este país está en sectores urbanos y el 12% está en áreas rurales, 2,2 millones. El MOP de OH, 1,2 millones más darle el agua. Malheureusement, la qualité du son ne permet pas l'interprétation des propos de l'orateur. De la concesión, que son de propiedad pública, sanitarias, son 50 empresas privadas. Estas tienen características de monopolio, un monopolio natural, por lo que se generan las economías de escala. En cada región existe una sanitaria. Ahora, si bien es cierto, son 50, pero 10 de estas
tienen el 90% de los clientes, solo 10. Ahora, insisto, esto se da porque si hubiera más sanitarios, otros días estaría tarifa. Esta está supervisada a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que también es una dependencia pública. En un momento correlatorio, las áreas tienen 30 años. Y hay un sistema de aislamiento y luego 2,2 millones de personas. Perdona, señor Claudio. Nos excuses, je me permets de vous interrompre. Votre connexion n'est pas assez bonne et on ne vous entend pas bien. Et en conséquence, il n'y a pas d'interprétation. Est-ce que vous pourriez vous reconnecter peut-être, essayer de trouver une connexion plus stable afin que nous puissions retenter dans quelques minutes, car il n'est pas possible de vous entendre correctement. Merci. Très bien, je vais faire au mieux pour trouver une autre connexion. Vamos a intentar, Víctor. Eh bien, nous allons passer à Victor. Victor, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, très bien. Donc, j'étais en train de vous parler de la ville de Mexico. Très bien. Donc, comme je le disais à l'instant, il y a 21 millions d'habitants dans la région de Mexico et nous avons assisté à une croissance démographique, notamment dans le sud de Mexico, dans la région de Álvaro Obregón, avec une augmentation de plus de 330%, une région où il n'y a pas d'accès aux services, c'est une région où il y a des habitats informels. Il y a également Tlahuac avec une croissance de 250%. Donc, voilà pour ce qui est de ces habitats informels. Nous avons donc quelques 358 quartiers qui n'ont pas accès au quotidien à l'eau. Des quartiers où près de 10% des maisons ne sont pas reliées à la canalisation, n'ont pas accès à l'eau et au service d'assainissement. Comme je le mentionnais, cette Commission nationale de l'eau, CONAGUA, travaille en étroite collaboration avec les gouvernements de l'État de Mexico et de la ville de Mexico. Nous avons donc un système de canalisation qui nous permet de fournir quelques 15,6 millions de mètres cubes par seconde, 15,6 mètres cubes par seconde, plus près de 7 mètres cubes par seconde par le biais des canalisations du plan d'action immédiat. À partir du mois d'août, nous avons dû réduire l'approvisionnement progressivement. Et à la fin de l'année, nous en étions à 3 mètres cubiques par seconde par rapport à 17 en moyenne. Et c'est en raison du stress hydrique. Dans d'autres régions, nous avons dû prendre des mesures en raison de la sécheresse. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Depuis le mois de mars 2020, au sein de mon agence, nous avions mis en œuvre les recommandations de l'OMS pour ce qui est de la supervision de l'approvisionnement en eau potable. Nous avons maintenu la concentration de chlore libre résiduel à 0,5 mg par litre. Par ailleurs, nous étions chargés de quelques 59 hôpitaux qui devaient être approvisionnés en eau. Nous avons utilisé des camions-citernes pour être certains
que les hôpitaux ne viennent pas à manquer. Quelques 740 employés de l'agence ont travaillé en permanence pour garantir l'approvisionnement du système dans les systèmes de puits du nord et du sud pour garantir que la population dans ces régions ait accès à l'eau, population qui souffrait déjà en raison de la sécheresse et de la pandémie. Par ailleurs, nous avons continué à travailler afin de garantir l'approvisionnement en eau dans la vallée de Mexico. Nous avons poursuivi nos travaux de réhabilitation. Alors à gauche, vous pouvez voir la centrale de pompage numéro 5 qui est utilisée pour l'approvisionnement de la vallée de Mexico. Il y a 40 ans, cette centrale a été bâtie. En 2020, nous avons créé une deuxième ligne de pompage. Nous avons des travaux de réhabilitation, des travaux de réparation que nous pouvons mener à bien sans pour autant couper l'approvisionnement. Donc cela nous permet de renforcer la fiabilité de l'approvisionnement de la vallée de Mexico et nous avons réussi à le faire en pleine pandémie. L'année dernière, nous avons fourni quelques 30 millions de mètres cubes à la population grâce à des conduits d'eau, grâce à des tuyaux, des canalisations. Et nous avons pu donc approvisionner ces habitats informels. Dans la vallée de Mexico, nous avons utilisé les différents opérateurs de la région qui disposent de quelques 600 camions-citernes pour approvisionner en eau ces habitats informels. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous avons également essayé de trouver des solutions intégrales à court terme et à moyen terme dans toutes les régions de Mexico. Ici, vous avez une photo, une carte qui vous montre quelles sont nos activités, dont l'objectif est d'augmenter l'approvisionnement en eau de la vallée de Mexico. En haut, vous voyez, par exemple, une étendue d'eau de réglementation. Il y a également le barrage de Guadalupe, où nous avons une centrale. Ensuite, nous avons un autre barrage qui va nous permettre de générer 500 litres d'eau par seconde supplémentaires. Il y a également un lagon où nous avons des infrastructures en construction pour produire 700 litres par seconde supplémentaires. Nous allons également pouvoir faire des transferts, notamment avec l'un des aqueducs du barrage de l'une de ces régions. Ce sont des investissements extrêmement importants. Donc, nous mettons vraiment l'accent sur cette région de la vallée de Mexico. Nous essayons également de capturer les eaux de pluie et de rendre cette eau potable. Nous ne souhaitons pas qu'elle sorte de la vallée de Mexico. Cela nous permet d'avoir une eau bon marché et nous pensons que c'est une solution à court terme et à moyen terme et cela va renforcer l'efficacité du réseau de distribution, car à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pertes d'eau avec un pourcentage qui atteint parfois 40%. Donc, pour ce qui est de ces pertes. En ce qui concerne la pandémie, eh bien, nous avons une usine de traitement des eaux usées en bordure de Mexico qui a commencé ses opérations en 2017 avec une capacité de traitement de 35 mètres cubes par seconde, 60% des eaux qui sortent de la vallée de Mexico. Nous procédons à la désinfection en utilisant du gaz chloré. Il n'y a pas de problème de
contamination au Covid au sein de cette centrale. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer désormais avec le nouveau variant, mais en tout cas, c'était le cas jusqu'au mois de décembre. Nous avons fait des échantillons, nous avons fait des tests pour voir ce qu'il en était du Covid. Il s'agit là d'une eau usée qui est donc traitée. Et cela permet d'irriguer les champs. Voilà l'utilisation qui est faite de cette eau traitée. Dans cette infrastructure, il y a une cogénération d'électricité. L'électricité est générée en utilisant les gaz qui sont produits par l'activité. Prochaine diapositive. J'ai presque terminé avec ma présentation. Ça, c'est une étude menée à bien avec l'Université autonome nationale du Mexique, notamment le département des sciences appliquées et de la géologie du département de médecine. L'objectif, c'était de générer des informations sur la présence du virus dans l'eau. Et nous avons en effet, dans certains échantillons, trouvé qu'il y avait une présence, mais minime, de COVID. Les résultats étaient négatifs, comme indiqué sur le graphique. Tout a commencé au mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Nous avons prélevé des échantillons en amont et en aval. Donc, prochaine diapositive. En coordination avec l'unité régionale du Centre de recherche et de développement de la région d'Hidalgo, nous avons prélevé d'autres échantillons à 8 différents points des rivières Tula, Salado et Teperi. Et nous avons identifié la présence du virus dans l'eau. Néanmoins, ce n'était pas le cas dans les produits alimentaires récoltés et dans les champs, dans les cultures. Voilà pourquoi nous pensons qu'il n'y a pas de risque de transmission du virus. Et l'interprétation de la qualité du son est très mauvaise. Et nous estimons que la supervision, le suivi des canalisations est une bonne méthode pour suivre la transmission du COVID au sein de la population, notamment car nous avons dû, bien entendu, faire des investissements énormes pour réaliser des tests. Et ça, c'est une autre façon de voir quelle est l'incidence de transmission du virus. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Et je suis bien entendu disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, Victor. Merci pour cette présentation très complète. Est-ce que Claudio est connecté? Si c'est le cas, ainsi il pourra achever sa présentation. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, mais je me tourne vers les techniciens. J'ai l'impression que la connexion de Claudio n'est pas excellente. Je ne sais pas ce que vous... Claudio, est-ce que vous pouvez dire quelques mots, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? C'est mieux, c'est mieux. À Paris, on ne vous entend pas bien. La qualité du son n'est pas suffisante afin d'assurer l'interprétation des propos. Nous ne pouvons donc procéder à la présentation maintenant. Est-ce qu'on peut essayer de nouveau un petit peu plus tard? Est-ce que... Claudio, est-ce que vous pouvez vous connecter autrement? Nous allons passer à la suite.
Entre-temps, je donne la parole à Melina Tobias. Elle est chercheuse à l'Université de Buenos Aires. Elle est spécialisée en sociologie économique et elle est doctorante en sociologie et géographie. Elle agit en qualité de conseillère auprès du ministère en charge de ces questions en Argentine. Et Melina va nous faire une présentation sur la pandémie et les risques sanitaires dans l'aire métropolitaine de Buenos Aires en Argentine. Melina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que l'on m'entend bien? Oui, tout va bien. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous vous exprimiez en portugnol. Moi-même, je vais m'exprimer en espagnol, mais je sais qu'il y a des différences entre nos différentes formes d'espagnol, donc j'espère que tout le monde pourra me comprendre. Avant toute chose, j'aimerais remercier les organisateurs, j'aimerais remercier les organisateurs de cette session et de cet événement. Je souhaitais vous proposer une réflexion sur laquelle nous avons travaillé au cours des 2 dernières années, notamment sur l'assainissement et l'eau pendant la pandémie de la COVID-19 et notamment dans les segments de la population les plus vulnérables, à savoir les habitants des établissements informels, surtout dans les zones urbaines. Pouvons-nous passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. La proposition est la suivante. L'objectif est de voir quelle a été l'incidence de la COVID-19 dans les différents quartiers informels, les bidonvilles et les différents établissements humains dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, l'incidence de la COVID-19 sur la situation liée à l'assainissement. Notamment, il faut savoir que l'accès à l'eau potable et l'accès à l'assainissement font partie de la politique publique d'urbanisme et les politiques environnementales. Nous voyons déjà que la COVID-19 a exacerbé des inégalités socio-économiques existantes, préexistantes. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour commencer, je souhaitais planter le décor de la situation de la COVID, de l'eau et de l'assainissement en Amérique latine. Comme vous le savez, ces services sont indispensables pour les activités humaines et c'est également ce qui a permis de réduire de manière considérable la transmission de maladies infectieuses. Alors, cela concerne la COVID, bien entendu, mais d'autres maladies préexistantes. Ces services ont donc été mis en première ligne, notamment dans le contexte de la COVID-19, surtout dans ce contexte dans lequel le lavage des mains était devenu tout à fait indispensable pour éviter la propagation de la COVID-19. Dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes, plus de 65 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable ou au savon. Il s'agit de données qui ont été publiées par l'UNESCO. Il est important par ailleurs de souligner un fait. Il ne s'agit pas uniquement d'un accès aux services ou d'un manque d'accès. Il s'agit aussi de la question de la qualité. Et la qualité des services, mais également la pression qui s'exerce sur ces services avec parfois des coupures en matière d'approvisionnement. Et ce sont d'ailleurs des situations dans lesquelles se retrouvent de nombreuses villes, dont la ville que nous avons sur laquelle nous nous sommes concentrés. Donc, il faut savoir que les centres urbains sont des foyers de contamination car il s'agit de lieux où les populations se concentrent et circulent. Et comme cela a été dit au début de cette session, l'Amérique latine est le continent le plus urbanisé du monde, avec 80% de la population qui se situe dans les zones urbaines. Et en Argentine, il faut savoir que ce chiffre monte à 90%. Les demandes en assainissement et en eau
dans les villes exigent qu'on leur porte une attention particulière, notamment pour les habitants de ces établissements informels, puisque la plus grande partie des habitants de ces zones n'ont accès à l'eau potable, mais également n'ont pas accès à des installations sanitaires. Les personnes vivant dans ces établissements informels sont très nombreuses. Cela représente 20% approximativement de la population urbaine. Et à cet égard, la pandémie a mis à rude épreuve la structure socio-économique de ces foyers vivant dans ces établissements. Slide suivante, s'il vous plaît. Slide suivante. Quelques éléments maintenant sur le contexte de ces quartiers informels en Argentine. Vous avez à l'écran une carte représentative de notre pays et vous avez là la répartition de ces quartiers dits populaires. Il s'agit de chiffres datant de 2019. Nous avons ensuite produit des statistiques, des informations nous indiquant où se trouvent ces quartiers informels. 4 416 quartiers informels ont été identifiés et ces quartiers, pour la plus grande partie, près de 1700, se situent autour de l'aire métropolitaine de Buenos Aires. Comme vous pouvez le voir, elle se trouve au centre de la carte, à l'écran. La population argentine est donc très urbanisée, comme nous l'avons dit, 91% de la population habite les villes. Et au sein de cette population urbaine, la couverture des services est assez élevée, 90%. Mais ce n'est pas le cas pour ce qui est des autres zones urbaines où le chiffre de couverture est un petit peu moindre de 65%. Il faut savoir que près de 15 millions de personnes qui habitent dans les zones urbaines n'ont pas d'accès au réseau d'assainissement de l'eau. Et il y a 2 territoires dans lesquels nous voyons ces lacunes, comme nous l'avons dit tout d'abord dans les quartiers informels, mais aussi dans les zones plus périphériques, qui sont plus éloignées des villes. Comme je vous le disais, nous avons identifié près de 4 400 quartiers informels où vivent 4 millions de personnes. Et la plus grande partie de ces personnes se trouve donc près de l'aire métropolitaine de Buenos Aires, près d'un tiers de cette population. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous avez là une carte à l'écran. Il s'agit ici d'une carte qui se concentre sur l'aire métropolitaine de Buenos Aires. Il s'agit donc de la partie la plus densément peuplée, puisque nous avons la ville de Buenos Aires ainsi que d'autres zones périurbaines qui représentent la couronne entourant Buenos Aires. Cette aire métropolitaine est composée de 24 municipalités. On peut voir à l'écran que la ville de Buenos Aires concentre les infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures d'approvisionnement en eau ou en assainissement, et on voit que lorsqu'on se dirige vers la périphérie, ces services sont de moins en moins présents. Le fournisseur principal d'eau est AISA. Il s'agit d'une entreprise nationale et il s'agit de l'entreprise la plus importante et nationale d'ailleurs à l'échelle du pays en termes d'eau et d'assainissement. Les autres entreprises se situent ou opèrent à niveau régional ou provincial. Actuellement, c'est à l'échelle nationale donc qu'AISA fonctionne et AISA est responsable pour l'approvisionnement en eau de toute l'aire métropolitaine de Buenos Aires.
Lorsqu'on se penche sur l'aire métropolitaine de Buenos Aires, nous voyons que 1,2 million de personnes vivent dans des quartiers informels. Et nous avons d'ailleurs à l'écran donc une illustration du lien entre les deux. En bleu, vous avez donc une couverture en matière d'approvisionnement en eau. Comme vous le voyez, plus on se rapproche de la ville, plus il y a des taux de couverture qui sont élevés. Mais plus nous passons en périphérie, nous voyons que la couverture a tendance à baisser. Il s'agit donc des habitants des quartiers informels. Et nous le voyons également pour ce qui est du réseau des égouts en rouge. Il y a deux types d'établissements informels que nous pouvons identifier. D'abord, dans les zones plus centrales de la capitale. Ensuite, il y a un autre type de quartiers populaires qui ont été créés de manière plus récente et qui se trouvent à la périphérie de la ville. Et l'ancrage n'est pas tout à fait le même pour ces deux types de quartiers informels. Pour ce qui est des établissements plus centraux, nous avons donc choisi d'adopter un terme différent pour désigner les quartiers informels qui se trouvent davantage à la périphérie. Et donc, les quartiers populaires, finalement, permettent de désigner ces deux mouvements de densification des quartiers informels ou des établissements informels au centre, ainsi que de l'extension et de ces populations qui s'installent de plus en plus à la périphérie de la ville. Au niveau national, nous disposons d'un registre qui décrit les services qui sont proposés et 91% de la population, finalement, manque d'un accès formel au réseau d'eau, tandis que 98% n'ont pas un accès formel à des réseaux d'assainissement. Pour ce qui est des quartiers qui sont desservis, nous voyons qu'il y a de nombreuses difficultés qui ont trait à la qualité cette fois-ci. Ce qui veut dire que ces quartiers sont bel et bien desservis, mais il n'y a pas, par exemple, une continuité de service ou alors la qualité des services est à déplorer. Quelles sont les difficultés qui sont liées à cela? Eh bien, il peut y avoir des mises en connexion qui sont illicites ou irrégulières, ou par exemple, on peut voir des tuyaux qui sont connectés de manière illicite au réseau formel ou public. Et ce n'est là qu'une des manières afin que ces foyers-là puissent avoir accès à ces services. Nous passons à la slide suivante, s'il vous plaît. La slide précédente présentait les résultats d'une enquête à l'échelle nationale et qui montrait que les difficultés principales avaient trait à un manque d'accès à l'eau, avaient trait au niveau d'assainissement des différents quartiers et montraient également la nécessité de mettre en place des actions à l'échelle locale pour justement compenser le manque de revenus qui s'est fait voir lors de la crise de la pandémie, notamment dans ces quartiers populaires. Comme nous le disions tout à l'heure, cette crise est venue exacerber des inégalités préexistantes. Il y a eu les mesures d'isolement et de distanciation sociale qui ont été mises en place par le gouvernement et cela a eu une incidence négative sur la continuité des services. Et il a fallu donc se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. Nous avons donc constaté que certaines familles ont dû se débrouiller pour trouver de l'eau, soit par le biais de camions-citernes, soit par le biais d'une circulation de personnes dans les quartiers populaires pour trouver de l'eau. Et c'est ce qui a
accéléré la propagation de la COVID-19. On a pu voir d'ailleurs que la vitesse de la contagion dans ces quartiers populaires était plus élevée qu'ailleurs, car il a fallu aller chercher l'eau dans des points où il y avait une plus grande partie de concentration de personnes. Et il faut savoir également que plusieurs foyers parfois partagent les installations sanitaires, toilettes et salles de bain. Je souhaitais évoquer ici un élément qui trait donc à ces problématiques de la COVID-19 et les services d'assainissement dans les quartiers populaires. Je souhaitais souligner ici le rôle des femmes. Ce sont les femmes qui, de manière principale, devaient prendre en charge les membres du foyer, mais également devaient lancer des initiatives au sein de leur quartier. Ce sont les femmes qui ont fait en sorte d'assurer l'alimentation qui n'était pas nécessairement possible pour toutes les familles et pour tous les foyers en situation de crise économique. Et c'est ce qui a d'ailleurs mené à davantage de contagions dans cette partie de la population. Par ailleurs, de nombreuses femmes travaillent dans le secteur de la santé et donc ainsi, les femmes sont beaucoup plus exposées à la contagion. En guise de conclusion, j'aimerais ici mettre en avant quelques points. En dépit des mesures qui ont été mises en œuvre, notamment pour ce qui était d'étendre les services d'eau et d'assainissement aux quartiers populaires dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, on a bien vu qu'il y avait un problème structurel à ces inégalités et en fait, il s'agit de mesures qui doivent se mettre en place sur un temps long. Or, la pandémie a fait appel à des mesures qui devaient être mises en place immédiatement. Il s'agit d'une situation qui est partagée par d'autres villes en Amérique latine et qui présentent les mêmes difficultés structurelles. Je vais m'en tenir à ça pour ne pas être trop longue. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Au Brésil, nous avons des problèmes assez similaires. Je me tourne vers Claudio. Est-ce que Claudio souhaite essayer de se connecter de nouveau afin qu'il puisse terminer sa présentation? Est-ce que vous m'entendez mieux? Non, on ne vous entend pas, dit le modérateur. Je demande à Paris, est-ce que l'interprétation est possible avec cette qualité de son? Est-ce que vous m'entendez? Et malheureusement, le son coupe. Non, malheureusement, dit l'orateur, la connexion n'est pas suffisante. S'il pouvait peut-être essayer avec un câble Ethernet. Nous utilisons un câble, à vrai dire. Peut-être que Claudio pourrait essayer de le faire après la présentation d'Isaac. S'il utilise peut-être son téléphone. Quoi qu'il en soit, nous allons poursuivre. Nous allons donner la parole à Isaac. Et Claudio, vous pourrez reprendre la parole tout à l'heure si vous réussissez à vous connecter en utilisant un autre dispositif. Je vais essayer de le faire avec mon téléphone portable. Très bien. Donc, je vais maintenant donner la parole à Isaac Volchan. Isaac, un compatriote brésilien. Il va nous parler de la région de Rio de Janeiro. Il est ingénieur civil. Il a un master d'une université italienne. Il est professeur au sein du département de l'environnement de l'école polytechnique de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Isaac, je vous donne la parole. Bonjour à tous.
Merci, Oscar. J'avais prévu de faire ma présentation en anglais, donc je vais la faire en anglais. Très bien. Il n'y a pas de problème. Sinon, je pense que cela va compliquer les choses. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas traîner. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Je souhaiterais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous la situation dans la ville de Rio. Ma présentation s'articule comme suit. Un aperçu général des bidonvilles dans la ville de Rio, des habitats informels, les favelas, comme nous les appelons au Brésil, le Covid-19 dans les favelas, dans les favelas de Rio de Janeiro, l'eau et l'assainissement et les services afférents, les infrastructures dans les favelas. Et je vais également vous parler des entreprises privées qui approvisionnent désormais certains habitats en eau, qui ont de nouveaux contrats, et les défis que cela soulève dans la région métropolitaine de Rio. Comme vous le savez probablement, la ville de Rio se trouve dans le sud-est du Brésil. C'est l'un des 26 États de la fédération. Il y a 92 municipalités dans l'État de Rio. Il y en a 22 qui composent la région métropolitaine et la ville de Rio héberge quelques 7 millions de personnes, soit 70% de la région métropolitaine. Pour ce qui est de ces favelas, de ces habitats informels, de ces quartiers informels, ce que nous pouvons dire, c'est qu'un certain nombre d'échelons de l'administration centrale font référence à ces quartiers en disant favelas ou agglomérats. Et les principales caractéristiques de ces quartiers sont les suivantes. Tout d'abord, l'infrastructure est précaire et il y a un manque d'accès aux services publics de base. Il y a également des rues extrêmement étroites. Les habitations sont généralement construites sans respecter les normes de construction. Dans la région métropolitaine de Rio, comme vous pouvez le voir à gauche sur cette photo, 60% de la région métropolitaine est composée de ces favelas. Il y a donc 778 favelas où il y a 453 000 ménages, 1,5 million de personnes. En termes d'habitat informel, c'est donc la deuxième ville du Brésil. De ces 778 favelas, et ce sont des favelas qui peuvent être très petites, voire très grandes. Il y en a avec 25 000 personnes, notamment à Rocinha. La qualité des infrastructures varie également, tout comme la qualité des services publics, la qualité des normes de construction. Ces photos nous montrent l'ampleur de la favela de Rocinha. Ensuite, vous avez au milieu la favela Cidade de Deus, qui a été rendue célèbre par le film La Cité de Dieu. Et tout en haut, vous avez la favela de Terra Prometida. Donc, il y a des différences assez importantes entre ces différentes favelas. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Très bien, merci. Qu'en est-il de la COVID-19
à Rio et tout particulièrement dans les favelas. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, comme vous le savez probablement, nous devons être extrêmement prudents pour ce qui est des statistiques officielles au Brésil en raison du fait que le gouvernement fédéral est favorable au démantèlement des institutions et au démantèlement des politiques publiques qui sont en vigueur dans le pays. C'est un point très important. Selon les statistiques officielles, dans la région métropolitaine, dans la ville de Rio, le taux d'incidence est plus faible qu'à l'échelle nationale, mais les taux de mortalité étaient bien plus élevés. Il y a eu bien plus de morts. Ces statistiques officielles ne font pas la distinction entre les habitats formels et informels, mais des statistiques ont été recueillies par des ONG locales et il ne semblerait pas que l'incidence et la mortalité soient plus élevées dans les favelas que dans le reste de la ville. Et c'était une préoccupation au début de la pandémie, étant donné les conditions dans lesquelles ces personnes vivent, étant donné que la densité des ménages est plus élevée, nous nous sommes demandé qu'allait-il se passer dans les favelas. Les taux d'incidence et de mortalité dans les favelas sont assez similaires à ceux du reste de la ville. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais maintenant vous donner un aperçu de l'approvisionnement en eau dans la ville de Rio. Il y a deux systèmes, le système Guandu et le système Imunana Laranjal. Le système Guandu répond aux besoins de 78% de la population. À gauche, sur le graphique, dans toute la ville de Rio. Prochaine diapositive. Par ailleurs, il y a différents systèmes d'égouts. L'océan Atlantique et la baie de Guanabara et de Sepetiba sont les étendues d'eau qui reçoivent les résidus de ces canalisations. Comme les chiffres le montrent, la zone couverte par le système de distribution de l'eau de Rio, et notamment tous ces conduits et les réservoirs, englobent des régions en jaune où il y a des quartiers informels. Il y a des problèmes de gestion et cela a un impact sur toute la population, non pas seulement ceux qui vivent dans les habitats informels. Il y a un problème d'approvisionnement, un approvisionnement qui est intermittent, il y a beaucoup de pertes d'eau. Voilà les caractéristiques de ce système. De la même façon, les chiffres montrent les habitats informels et nous voyons bien qu'il y a des dysfonctionnements dont pâtit toute la population, non pas seulement la population qui vit dans les favelas. L'une des plages les plus connues de Rio, la plage d'Ipanema et la plage de Barra da Tijuca, il y a deux systèmes séparés dans ces deux régions. Il y a en fait une incapacité à maintenir le fonctionnement de ces systèmes. Prochaine diapositive. En ce qui concerne l'infrastructure d'approvisionnement en eau des favelas, c'est l'une des caractéristiques des favelas. Il y a un problème d'infrastructure urbaine, il y a une absence de services publics élémentaires, il y a des routes ou des rues extrêmement étroites,
Les parcelles ne sont pas droites, les constructions se font généralement sans permis, ce qui pose de grandes difficultés pour ce qui est de la conception et de la construction des systèmes d'approvisionnement en eau. Il y a des services publics qui sont fournis, mais qui ne sont à vrai dire pas, qui ne font pas l'objet d'octroi de permis. Il est extrêmement difficile de répondre aux besoins quotidiens des favelas. La plupart des favelas se trouvent sur des vallées. La topographie est telle que nous avons besoin de pompes qui doivent être maintenues. Et à l'ère de la pandémie, nous nous sommes demandé comment garantir l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau, des systèmes qui dépendent des stations de pompage. En ce qui concerne l'infrastructure locale d'assainissement, elle est également rendue très difficile par les principales caractéristiques des favelas. Il en va de même pour ce qui est du fonctionnement de ces systèmes locaux. L'approvisionnement en eau est intermittent. Si vous voulez bien revenir à la diapositive précédente. C'est bon, merci. Donc, comme je le disais, cet approvisionnement est intermittent. Il rend la vie quotidienne des citoyens difficile. Et il y a également des égouts en plein air qui peuvent créer des problèmes de santé. C'est un vecteur de maladie. Cela peut donc créer des problèmes de santé publique dans le contexte de la pandémie. Nous pouvons dire que la transmission, fort heureusement, n'est pas hydrique. La transmission ne se fait pas par l'eau. Ici, vous pouvez voir à quel point l'interprète s'excuse, mais encore une fois, la qualité du son est assez mauvaise. Le fait est que les favelas ont fait l'objet de programmes d'urbanisation depuis des années. Prochaine diapositive. La conception actuelle du programme d'urbanisme ne se limite pas à la question des services publics, notamment l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Il y a désormais une conception plus globale qui s'intéresse à la question des titres fonciers, des services sociaux, des aspects environnementaux. Prochaine diapositive. Très bien. Nous sommes maintenant en 2022. Nous pouvons envisager un nouveau modèle pour la ville de Rio. À la fin de l'année 2021, la ville a décidé de transférer les systèmes d'approvisionnement de 40 municipalités à des opérateurs privés, notamment pour ce qui est de la ville de Rio. L'objectif, c'est l'universalité de ces services dans les 12, au cours des 35 prochaines années. 5 milliards de dollars vont être investis au cours de ces 35 prochaines années, notamment 350 millions de dollars pour les favelas de la région métropolitaine de Rio de Janeiro. En ce qui concerne la pollution liée aux canalisations d'égouts dans le bassin du fleuve Gandou, c'est un défi. Pour ce nouveau modèle de service d'approvisionnement, il y a des composés tels que le jasmine et l'MIB. Cela peut avoir un impact sur la qualité de l'eau, donc il faut éviter ces risques
sanitaire, nous avons eu ce problème notamment lors de la période estivale. Autre défi, l'ingénierie. Comment éviter la pollution liée au déversement des eaux de pluie? Et il faut y réfléchir notamment dans les favelas. Nous avons mis en place des systèmes pour les périodes où il ne pleut pas. L'objectif, c'est de pouvoir faire face à la situation pendant la saison des pluies. Donc l'objectif, c'est d'intercepter les égouts qui pourraient se déverser dans le système. Donc nous avons vraiment décidé de tout miser sur ce type de dispositif. Enfin, dernière diapositive. Je souhaitais simplement vous dire qu'il y a une collaboration entre différentes institutions avec les autorités locales, avec les entreprises chargées de l'approvisionnement en eau. Nous essayons de faire une veille, nous avons un système de surveillance de la pandémie. Nous l'avons fait pendant plusieurs mois et nous le faisons dans différentes municipalités, dans différents quartiers de la ville. Et je vous laisse ici l'adresse, le site Internet, si vous souhaitez consulter les résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Isaac. J'imagine bien les défis auxquels est confrontée la ville de Rio de Janeiro pour les années à venir. Alors, nous allons tenter de nouveau la connexion avec Claudio. Claudia, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, je pense que tout va bien. Je me tourne vers Paris. Est-ce que cette connexion permet une interprétation des propos? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? On vous entend bien. Enfin, nous allons pouvoir vous entendre. Je souhaiterais avant toute chose vous dire que je suis désolée pour toutes ces difficultés, mais malheureusement, cela peut arriver, comme nous le savons tous. Merci. Comme j'étais en train de vous le dire, nous avons voulu, au sein de la direction des travaux hydrauliques, nous pencher sur la COVID-19, la sécheresse qui donc se sont abattues sur le Chili. Donc, le Chili est un pays qui abrite 18 millions d'habitants et, comme je vous le disais tout à l'heure, les indicateurs en matière de couverture de services sanitaires sont plutôt bons. Mais il y a une différence entre les zones urbaines et les zones rurales. Dans les zones urbaines, il y a près de 15,8 millions de personnes et 2,2 millions de personnes se trouvent dans des régions rurales. Et c'est justement là que l'on trouve la brèche. Il faut voir qu'il y a 100% de couverture de la population urbaine. Il s'agit d'entreprises concessionnaires privées. Et il y a eu une continuité des services à 100% pendant la crise de la pandémie. Dans les zones rurales, l'approvisionnement en eau potable est assuré par l'État, c'est-à-dire la direction à la tête de laquelle je me retrouve. Je vous demanderai de bien vouloir passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Comme je vous le disais, au Chili, nous avons de bons indicateurs en termes de couverture si nous établissons une comparaison avec d'autres pays d'Amérique latine et les pays de l'OCDE. Ceci étant dit, des lacunes existent. Dans les zones urbaines, l'approvisionnement
ou la prestation de ces services tombe sous la responsabilité d'entreprises concessionnaires ou d'entreprises qui exploitent donc une concession publique avec des entreprises privées. Et il y a en général un monopole qui s'établit de manière assez naturelle dans ces régions. Ces entreprises qui répondent aux besoins de la population urbaine donc sont régies par une autorité et une entreprise publique qui relève du ministère public, et il s'agit d'un cadre qui a près de 70 ans de vie. Il y a plusieurs règles, dont des règles fixant les différents tarifs d'autofinancement, mais également des règles en matière d'investissement et de réinvestissement. Penchons-nous maintenant sur les zones rurales qui relèvent principalement de l'État et du ministère des Travaux publics. Et il y a d'autres entités telles que le gouvernement régional métropolitain de Santiago et le secrétariat de développement régional avec le ministère des Travaux publics. Il s'agit d'autorités qui ensuite délèguent des pouvoirs d'opérationnalisation à des comités et à des coopératives. Cela représente 2,5 millions de personnes organisées en 2239 comités et coopératives avec une formation et une assistance technique apportée par l'État. En novembre 2020, un nouveau cadre réglementaire est entré en vigueur et de nouvelles obligations viendront s'appliquer à ces comités et ces coopératives. Il y a ensuite d'autres systèmes qui sont singuliers, qui sont autorisés par les autorités sanitaires et qui se trouvent dans certaines zones urbaines et certaines zones rurales. Il s'agit d'entités privées. Ensuite, il y a des habitants, des ressortissants qui n'ont pas accès au réseau public et qui s'approvisionnent de manière précaire avec des puits ou des moulins à eau, entre autres. Nous avons là les chiffres en la matière. Pour ce qui est du réseau public, 4 723 000 ménages, donc 98,8%, sont approvisionnés grâce à ce réseau public en zone urbaine, et en zone rurale, c'est 363 000, donc 52,8% de la population rurale. Pour ce qui est des puits et des moulins à eau, 28 000 foyers, 0,6%, utilisent ce moyen d'approvisionnement. Or, on constate que dans les zones rurales, c'est 27,7%. Pour ce qui est des camions-citernes, c'est 0,4% dans les zones urbaines et 7,2% dans les zones rurales. Pour ce qui est des versants et des fleuves, c'est 12,3% dans les zones rurales par rapport à une fraction très faible, 0,2% dans les zones urbaines. Et donc, on voit bien qu'il y a là une brèche entre les zones urbaines et les zones rurales. Pour ce qui est de la population desservie, dans le territoire qui fait l'objet d'une concession urbaine, nous avons 100% donc d'approvisionnement eau potable, 97% pour ce qui est du réseau d'assainissement des eaux et 100% pour ce qui est du traitement des eaux usées. Maintenant, lorsqu'on se tourne vers la population rurale, il y a 70% de la population desservie en eau potable. Là où se trouve la brèche la plus importante, c'est en termes du réseau d'égouts et du traitement des eaux usées. Je vous parlais tout à l'heure d'une loi qui est entrée en vigueur en novembre 2020. Cette loi va imposer donc la réduction de cette inégalité entre les deux zones en mettant en place une obligation de traitement des eaux usées. Penchons-nous maintenant sur les mesures et les actions qui ont été mises en place dans les zones rurales face à la pandémie et à la sécheresse. En 2021, il y a eu au total un montant de
515 millions de dollars en termes d'investissement, puisqu'historiquement, on voit que les chiffres les plus élevés en termes d'investissement étaient de 200 millions de dollars. Le budget pour ce qui est du programme sur l'eau potable dans les zones rurales a atteint également un montant historique de 340 millions de dollars des États américains. Nous avons pour objectif, avec cette augmentation de budget, accroître la couverture et l'accès, mais également la qualité des services. Le ministère de l'Intérieur et le ministère des Travaux publics a pu accorder des aides à ces comités et ces coopératives afin de leur permettre la continuité des services. Il y a eu des bons de l'État qui ont été accordés et octroyés à ces comités et ces coopératives au nombre de plus de 2000 afin de permettre donc la continuité des services. Ce nouveau cadre réglementaire pose un défi au ministère des Travaux publics, notamment en matière de mise en œuvre. Il y a une autonomie administrative et cela suppose un changement qui est important, mais cela veut dire également que ces comités, ces coopératives auront une responsabilité plus importante. Le cadre réglementaire fixe des obligations en matière de rentabilité garantie. Si ce n'est pas le cas, cela peut faire encourir aux organisations des sanctions, des amendes, et cela peut même mener à une fin ou une suspension de la concession. Nous, dans la zone urbaine, dans le contexte de la pandémie, voici ce qui s'est produit. Les entreprises concessionnaires privées et le gouvernement ont mis en place des mesures telles que la suspension des paiements, notamment pour avoir accès aux services d'approvisionnement en eau et d'électricité. Cela n'a pas été possible dans les zones rurales, mais il y a eu une compensation grâce à ces bons dont je vous parlais. Et nous avons d'ailleurs rendu impossible dans la loi la coupure de ces services à cause d'un impayé, ce qui veut dire que tous les foyers ont pu avoir accès à ces services. Dans ce nouveau cadre, et dans le cadre de cette loi, l'objectif est d'avoir donc une rentabilité garantie avec un taux du coût du capital minimal de 7%. L'idée est d'encourager de plus grands investissements et nous savons que ces grandes entreprises n'ont pas eu de difficultés particulières en termes de financement et d'investissement. Il a fallu procéder à de grands investissements, notamment pour garantir la continuité des services, puisqu'il y a eu de plus un problème de sécheresse. Il a été possible également de compenser, de surmonter une baisse des revenus de recouvrement grâce à cela. Le secteur privé et le gouvernement donc ont affiché des initiatives ou ont présenté des initiatives qui étaient tout à fait à la hauteur des défis auxquels nous avons été confrontés. Donc maintenant, pour les défis restants, les difficultés restantes, il s'agit d'abord de maintenir les niveaux d'investissement public, ces niveaux très élevés. Donc, nous sommes à 516 millions de dollars et nous espérons que ce sera les mêmes montants pour cette année 2022. Et c'est une difficulté, c'est un défi.
Il y a également les défis de renforcement de l'administration de l'opération des systèmes ruraux et il faut poursuivre par ailleurs la mise en œuvre de cette nouvelle loi dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a d'autres difficultés restantes, le fait de renforcer une approche multisectorielle, multidisciplinaire, de la difficulté liée au stress hydrique, puisqu'il y a plusieurs autorités. Il faut partir du bassin, finalement. Et ensuite, faire participer tous les acteurs concernés. Lorsque, notamment, nous avons parlé d'usines de désalinisation, nous savons que cela peut servir à plusieurs objectifs. Cela peut servir à obtenir de l'eau potable pour les zones urbaines, mais aussi pour d'autres secteurs de production. Et donc, c'est pourquoi il faut avoir une approche multidisciplinaire. Pour ce qui est de la réutilisation des eaux traitées et des eaux dites grises, nous devons donc veiller à ce que cette réutilisation soit intégrée dans le cadre réglementaire. Ensuite, il faut revoir le système de subvention pour les populations vulnérables. Enfin, il faut une politique publique de sensibilisation et de changement de paradigme pour l'utilisation responsable des ressources hydriques. Il faut également mettre en place une obligation de transparence accrue pour ce qui est de la fixation des coûts et des tarifs. Conclusion. En guise de conclusion, je souhaiterais répéter et réitérer ici ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Nous avons pu maintenir la continuité des services. Et ce qui a permis cela, c'est cette coordination qui a été mise en place entre le gouvernement et les entreprises concessionnaires. Dans les zones rurales, le gouvernement a augmenté de manière considérable les investissements en termes d'infrastructures. Et il y a eu une mise en œuvre de la loi et de ses obligations d'un 70% par rapport à l'année dernière. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudio. Vous êtes parvenu à terminer votre présentation en dépit de tous ces problèmes de connexion. Merci beaucoup. Jorge Luis Recoba du Pérou n'a pas réussi à se connecter. Je suis là. Ah, il est là. Ah, très bien. Jorge. Le fait est que pourriez-vous faire une présentation extrêmement rapide car le temps qui nous était imparti est écoulé? Oui, je vais vous demander de faire une intervention extrêmement rapide car nous devons clore cette session à 17h30. Pourriez-vous peut-être simplement présenter les conclusions en l'espace de 5 minutes? Oui, très bien, très rapidement. Eh bien, pour ce qui est du Pérou, et pour ce qui est tout particulièrement de la ville de Lima, eh bien, nous avons eu quelques difficultés pour ce qui est des opérations. Pourquoi? Car il y a eu un déplacement de la demande. La population a été confinée. Cette population qui auparavant se rendait dans le centre est restée chez elle. Donc il y a eu une baisse de la demande et il y a eu dans le centre. Donc il y a eu des restrictions qui ont été imposées. Voilà pour ce qui est des aspects opérationnels. Pour ce qui est du personnel, nous avons été vraiment frappés durement par la pandémie. Plus de 50 employés sont décédés, 50 employés de CEDAPAL. Comme l'a dit Claudio du Chili, nous avons nous aussi fixé des normes pour éviter les coupures, pour éviter la suspension de nos services.
à un moment donné, nous avons eu des problèmes de caisse. La ville de Lima a une couverture de 92,5%. Il y a quelques 80 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Voilà pourquoi CEDAPAL a décidé de distribuer de l'eau gratuitement en utilisant des camions citernes, ce qui a eu un coût, et le coût annuel est de 20 millions de dollars, 20 millions de dollars par an, ce qui a eu un impact sur notre budget. Il y a eu une diminution des maladies diarrhéiques au sein de ces populations à partir du moment où nous avons commencé à distribuer de l'eau gratuitement. En ce qui concerne les indicateurs qui sont les nôtres, nous avons amélioré notre performance dans certains de nos indicateurs. Dans un certain nombre de cas de figure, nous avons dû recruter des jeunes qui n'ont pas ménagé leurs efforts, et nous avons réussi à améliorer ainsi certains de nos indicateurs de performance. Pour ce qui est de l'approvisionnement dans la région métropolitaine de Lima, il y avait d'autres risques. Le risque, c'est le risque d'un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui pourrait, selon nos estimations, être de 8,5, voire plus sur l'échelle de Richter. Donc nous devons analyser notre système pour prendre en compte ces risques, et cela va coûter très cher de réhabiliter notre réseau. Et nous allons commencer par les canalisations. Les canalisations qui sont utilisées pour le transport des plus grandes quantités d'eau. Il y a également le risque de sécheresse. La CEDAPAL n'a que 22 mètres cubes par personne de réserve dans les Andes. Notre objectif, donc, nous avons 22 semaines de stock. Et notre objectif, c'est de passer à 30 semaines de stock. La capitale se trouve à proximité de l'océan Pacifique. Nous devons également essayer d'investir dans la désalinisation, et nous l'avons fait. La demande est de 25 mètres cubes par seconde à Lima. Donc nous devons prendre en compte cette demande et essayer de tenir compte du risque de sécheresse. Voilà ce que je souhaiterais vous dire. Pour ce qui est des autres conclusions, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit l'intervenant précédent. Je vous remercie. Jorge, merci beaucoup. Nous sommes vraiment navrés de ne pas avoir pu vous donner plus de temps, mais je pense que vous pouvez sans doute nous envoyer votre présentation, car nous venons de lancer un débat sur un certain nombre de sujets. Ce qui est évident, c'est que nous n'avons pas encore vu la pandémie continue, elle n'est pas terminée, il y a des implications sur tout le continent latino-américain, et il est très important que toutes ces grandes villes puissent poursuivre cette discussion. C'est extrêmement important si nous souhaitons relever les défis de l'année 2022 et des prochaines années. Donc, merci beaucoup. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Nous n'avons pas pu respecter à la lettre le calendrier qui avait été fixé. Nous en avons donc terminé. Malheureusement, nous n'aurons pas de temps pour le débat. Vous avez les adresses électroniques des intervenants. Vous pouvez les contacter si vous le souhaitez, si vous désirez obtenir de plus amples informations. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour ces présentations extrêmement riches.
Je pense que cela va nous permettre de poursuivre cette discussion très importante sur le sujet des mégapoles en Amérique latine et le sujet de la gestion de l'eau, de la gestion de l'assainissement dans des conditions extrêmes, conditions auxquelles nous avons été confrontés au cours de ces dernières années. Donc, je vous redonne la parole, Paris, pour la conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants pour ces présentations extrêmement intéressantes. Merci à tous les participants. Et nous vous souhaitons une bonne après-midi et nous vous disons à demain à 9 h à Paris pour une autre table ronde demain matin et pour 2 sessions parallèles. Merci beaucoup. Notre époque connaît des changements sans précédent. L'activité humaine augmente, les villes s'étendent. Aujourd'hui, plus que jamais, l'eau a besoin de nous. Le traitement de l'eau, c'est notre responsabilité. Une histoire d'hommes, de femmes, faite d'engagement et de savoir-faire. C'est notre histoire au SIAP. Nous collectons, transportons et dépolluons les eaux usées de 9 millions de franciliens. Notre réseau de 440 km de canalisation est géré en temps réel, avec des outils de prévision et de régulation qui nous permettent d'anticiper toutes les situations et d'optimiser la gestion des flux. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque jour, dans nos usines, nous traitons 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée. Grâce à un savoir-faire et des équipements uniques en Europe. Notre vision est durable, tournée vers le long terme. Nous nous engageons à développer notre activité industrielle de manière responsable. Nous investissons régulièrement dans la modernisation de nos usines et dans le développement de solutions innovantes et protectrices de l'environnement. Chacun de nous, dans son métier, se sent porteur du service public et de l'intérêt général, au service de notre mission, la préservation du milieu naturel et de la biodiversité. Au SIAP, nous sommes fiers d'être une entreprise publique forte de 40 ans d'expérience au service de l'agglomération parisienne. Et nous sommes plus de 1700 agents à partager cet engagement et cette passion. Pour aujourd'hui et pour demain.